Eh bien, bonjour, bienvenue à vous toutes et tous pour cette webconférence intitulée Montréal Métropole solidaire par le design et l'architecture, organisée par Architecture sans frontières Québec, avec le soutien de la Ville de Montréal, du ministère de la Culture et des Communications et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Mon nom est Isabelle Huiban, je suis la directrice des communications et partenariats chez Architecture sans frontières Québec. Je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Sans plus attendre, j'aimerais remercier deux autres représentantes politiques pour leur présentation et leur participation à l'événement de ce jour. Il s'agit de Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Nous remercions d'ailleurs à ce titre une nouvelle fois le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour sa généreuse contribution. Nous aimerions aussi souligner la présence aujourd'hui de Madame Erika Alneus, qui est la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci une nouvelle fois à la Ville pour son soutien essentiel. Au nom d'Architecture sans frontières Québec, je souhaiterais également saluer la présence de plusieurs autres professionnels clés du milieu communautaire, de l'architecture et de la société civile. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre implication et de votre forte participation en ligne aujourd'hui. Évidemment, au regard de l'évolution des mesures sanitaires, nous pensons très prochainement renouer avec des événements présentiels et nous ne manquerons pas de vous inviter. Afin d'assurer une qualité optimale de l'environnement sonore, nous vous invitons à garder vos micros fermés. Évidemment, si vous avez des questions et surtout nous vous encourageons à faire part de vos commentaires, il y aura une prise de parole et nous vous invitons à poser ces questions dans le chat par écrit et à les garder pour le temps qui sera alloué à la période des questions qui est prévue aux alentours de 11h45. Par ailleurs, fait important, le contenu de cette conférence sera enregistré pour des fins de rediffusion et nous partagerons ce contenu sur plusieurs des plateformes d'Architecture sans frontières Québec. Enfin, avant de terminer cette courte introduction, j'aimerais faire le survol de l'événement d'aujourd'hui qui devrait se terminer aux alentours de 12h15, 12h30. Nous aurons donc en premier une présentation d'Architecture sans frontières Québec et de sa mission par son directeur général, M. Bruno Demers. Nous aurons ensuite une allocution de la ministre Chantal Rouleau. S'en suivra une prise de parole de Mme Erika Alneus de la Ville de Montréal. Nous aurons ensuite le détail du projet en général présenté par Mme Hélène Levasseur d'Architecture sans frontières Québec. Suivront également une présentation des services au projet communautaire qui sera présentée par Olivia Daigneault-Deschênes. Le volet architecture, action sur le volet de recherche-action sur l'architecture et l'itinérance sera présenté par Olsen Jean-Julien d'Architecture sans frontières Québec. Vers 11h45, comme mentionné, s'ensuivra la période des questions et ensuite nous terminerons avec un mot de clôture de M. Bruno Demers. Sans plus attendre, je cède la parole justement au directeur général d'Architecture sans frontières Québec, M. Bruno Demers. À toi, Bruno. Merci. Alors, merci Isabelle de la présentation. Merci à toutes les participantes, à tous les participants de s'être joints à nous aujourd'hui pour cet événement qui est très important pour Architecture sans frontières. Merci à Mme Rouleau, merci à Mme Alneus de s'être joint à nous et de prendre la parole dans un instant à titre de partenaire de ce projet dont je vais dire quelques mots après avoir présenté l'organisme que peut-être certains ne connaissent pas. Alors, je vais vous faire une présentation générale d'Architecture sans frontières et du lien qu'il y a avec le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Architecture sans frontières Québec, l'organisme a été fondé officiellement en
en 2008. Donc, on approche de notre 15e anniversaire. L'organisme a été fondé par l'Ordre des architectes du Québec et représente le bras humanitaire officiel de l'Ordre des architectes du Québec. Par cette relation-là, on a un lien spécial avec les architectes du Québec, donc les 4335 architectes du Québec, si le décompte est bon. Donc, ils sont tous membres de notre organisme par cette relation-là qu'on entretient avec l'Ordre. Donc, c'est une relation spéciale. L'Ordre a créé Architecture sans frontières Québec à l'origine avec une vision d'apporter l'architecture à ceux qui n'en ont pas besoin. On rappelle qu'un ordre professionnel, sa mission est de protéger le public dans son champ de spécialisation. Et l'Ordre a jugé important de créer un organisme de bienfaisance qui apporterait l'architecture, la plus-value du design, l'aide des professionnels à ceux qui, justement, n'ont pas accès aux services d'architecture conventionnelle. Alors, voilà le petit historique très bref de la création d'ASFQ. Je précise aussi qu'on est membre d'un réseau international qui s'appelle Architecture sans frontières internationales. On est membre avec d'autres entités comparables qui sont toutes indépendantes et qui se retrouvent sur les 5 continents. Il y en a à peu près une quarantaine un peu partout dans le monde. Notre mission ressemble à celle d'ailleurs des membres à l'international. Donc, notre mission, c'est de renforcer les capacités des communautés vulnérables, donc des capacités matérielles, aussi des capacités humaines en matière d'aménagement, en matière de design. Et ça, on le fait en engageant le secteur de l'architecture. Donc, et vous allez voir, cette mission-là se reflète dans le programme qu'on va aborder aujourd'hui. Ensuite de ça, on a une vision qui est un monde où toutes les populations ont ou auraient accès idéalement à un environnement bâti de qualité. Alors, je rappelle que ce n'est pas le cas. On a au travers le monde beaucoup de populations qui, on estime à 90% la population qui n'a pas accès à un environnement bâti de qualité, d'où l'importance de notre mission pour avancer vers notre vision. Les activités de Architecture sans frontières se répartissent en différents programmes, donc différents volets d'activités. Donc, sur la première ligne, vous voyez ce qu'on appelle nos programmes d'intervention ou d'assistance dans des secteurs prioritaires. Donc, il y a ceux qu'on fait depuis le plus longtemps, donc la coopération internationale avec des partenaires de développement, de coopération québécois-canadiens. Par exemple, dans les Antilles ou encore en Afrique francophone. L'habitat autochtone, c'est un autre domaine dans lequel on intervient depuis longtemps, avec des actions pour appuyer des projets d'habitation ou des projets d'aménagement, encore une fois, dans des communautés. Donc, toujours des projets communautaires. Au niveau de la résilience diluvienne, ça, c'est l'ensemble des actions qu'on fait pour atténuer l'impact des inondations, qui sont une crise majeure liée au changement climatique qui affecte différentes populations, certaines plus vulnérables que d'autres. Donc, on apporte un appui en matière de prévention et d'intervention post-catastrophe avec différents partenaires. Et on a la solidarité urbaine, qui est notre tout dernier programme d'intervention d'assistance qu'on développe depuis deux ans, à peu près, en matière de projets à Montréal, en appui à des organismes communautaires et la problématique de l'itinérance. Je vais y revenir dans un instant. Je précise aussi qu'on a d'autres programmes qui ne sont pas dans l'assistance, mais sont plutôt dans la mobilisation de différentes ressources de notre secteur. On a des activités d'économie circulaire, donc on récolte des dons et on les revend comme mécanisme d'autofinancement au sein d'organismes. On a des activités d'engagement bénévole, on a des activités d'éducation architecturale pour encourager nos membres et les autres parties prenantes de l'environnement bâti de l'architecture pour avoir aussi un impact social et environnemental positif. Et on a toutes sortes d'activités de collecte de fonds qu'on vous invite à suivre si jamais vous voulez contribuer à l'organisme. Alors, notre programme de solidarité urbaine, duquel je vais dire quelques mots, c'est un programme qui cherche à amener un appui en matière d'aménagement auprès de différents organismes en matière d'équité urbaine, d'inclusion sociale et d'aide aux personnes sans abri. 2 sous-objectifs qu'on peut identifier là-dedans. Aider à impulser des projets communautaires qui ne verraient pas le jour sans une espèce d'appui initial en matière d'aménagement. Et d'autre part, amener la contribution de l'architecture dans la lutte contre l'itinérance. Donc, deux sous-objectifs du programme. Un programme qui a un historique que je vais essayer de vous résumer avec une longue histoire courte en quelques diapositives. Donc, notre programme de solidarité urbaine n'existait pas avant 2018. Et on était dans un constat au niveau de la planification de l'organisme où
on intervenait beaucoup dans des secteurs que je vous ai mentionnés, là, nos 3 premiers programmes, et on se rendait compte qu'on n'était pas actif à l'échelle de notre siège social à Montréal, alors qu'on sait que les enjeux urbains, les enjeux d'équité urbaine sont vraiment vastes et diversifiés et beaucoup de besoins en milieu urbain. Dans ce contexte-là qu'on a commencé à appuyer le premier projet qu'on a appuyé en matière de solidarité urbaine, c'est le Bâtiment 7, donc un organisme communautaire basé à Pointe-Saint-Charles qui développait un centre communautaire autogéré pour amener une variété de services dans un désert de services dans un quartier qui est aux prises avec certaines problématiques. Donc, on a amené différentes contributions au Bâtiment 7, notamment en matière de planification de la place du marché, qui est leur espace public extérieur que vous voyez là. Donc, dont on a aidé la planification avec une petite charrette de design avec les occupants. Puis on a aussi contribué en récoltant des dons de matériaux avec notre programme d'économie circulaire qu'on a redistribué. Donc, ça, c'était notre petite porte d'entrée dans la matière de solidarité urbaine avec un premier projet communautaire en appui à l'aménagement à des besoins qui sont liés à des organismes comme tels. D'autre part, dès 2019, on a décidé de faire une petite étude de contexte de l'interface qu'il peut avoir en matière d'architecture et d'itinérance, puis de voir comment on pouvait positionner l'organisme envers la problématique de l'itinérance. Donc, vous voyez sur la diapositive une photo avec des petites flèches jaunes et vous voyez notre logo qui était notre siège social dans le quartier Griffintown. Donc, on a fait un peu un examen de conscience en se rendant compte que cette réalité-là de l'itinérance qui est très, très présente, parfois invisible, était omniprésente à côté de nos bureaux. Il y avait même un squat qu'on n'avait pas remarqué de prime abord à 1 mètre de notre bâtiment, dans notre stationnement. Donc, c'est pour vous dire un peu le contexte dans lequel on a pris conscience et on s'est mis à réfléchir sur cet enjeu-là qui affecte des personnes en très haut degré de vulnérabilité qui faisait écho à notre mission d'une manière qu'on voulait visiter pour une première fois. Ça nous a amené à faire des rencontres avec différentes parties prenantes, disons, de l'écosystème montréalais qui intervient dans la problématique de l'itinérance. On a notamment rencontré les deux grands réseaux qui interviennent dans la matière, le RAPSIM, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, et le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, desquels on est devenu membre ultérieurement avec la volonté d'apporter notre mission en matière d'architecture en contribution aux actions des partenaires qui sont en intervention à différents niveaux, de différentes manières aux personnes sans abri. Ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel on a commencé aussi à s'intéresser à cette dimension-là, celle de la problématique des sans-abri. Dans la même année, toujours en 2019, ça nous a amené, l'ensemble de ces rencontres-là, à être mis en lien avec les deux organismes qui allaient créer Résilience Montréal, donc un centre de bien-être et d'accueil de jour pour les personnes sans-abri à Montréal dans un bâtiment vacant. Je n'en dirai pas beaucoup parce que j'ai mon collègue, Olsen Jean-Julien, qui va vous en parler un peu plus tard parce que c'est un cas qui continue à nous intéresser aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'en 2019, on était amené à appuyer directement un projet communautaire spécifiquement impliqué dans l'aide aux personnes sans abri. On a contribué au réaménagement, en fait, à l'aménagement d'un local vacant qu'on a rendu disponible en moins d'1 mois pour apporter une contribution. Donc, ça, c'était en partenariat avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et la communauté de Nazareth avec l'appui de la Ville de Montréal. Donc, un projet fort pour nous qui est venu confirmer notre intérêt d'avancer notre positionnement en matière de solidarité urbaine en appui aux organismes et à la problématique de l'itinérance. On a aussi commencé des actions en matière de diffusion, donc pas pour seulement être dans l'action, pas pour seulement considérer des aspects de recherche, mais aussi partager les bonnes pratiques avec le secteur. Donc, on a fait un premier événement qui était très, très populaire avec la Maison du développement durable. Donc, c'est l'événement, selon les statistiques, qui a amené le plus de participants à la maison, à la MDD. Donc, c'était salle comble et il y avait une file d'attente à l'extérieur. Donc, ça aussi, c'est venu nous confirmer que c'est une problématique importante envers laquelle il y a beaucoup d'intérêt
tant du côté du milieu communautaire que du côté des professionnels de l'architecture. Donc, un événement dans lequel il y avait une conférence, un panel, et qui nous a amené à poursuivre notre réflexion sur la question. Donc, on était en fin 2019, en décembre, avec cet événement-là. On s'est lancé en 2020 avec la volonté de continuer, de démarrer notre programme de solidarité urbaine. On s'est fait un petit peu couper l'herbe sous le pied par la pandémie qui est venue, comme beaucoup d'autres organismes, affecter nos capacités et les types de projets qui peuvent être possibles. Par contre, la pandémie a amené un problème et une opportunité. C'est qu'on a développé un programme appelé Urgence COVID pour aider un ensemble d'organismes communautaires, en fait, plus d'une centaine d'organismes qu'on a appuyés pour s'adapter, adapter leurs espaces à la pandémie pour continuer à offrir des services aux plus vulnérables dans le contexte de la crise. Donc, on a eu une équipe d'intervention qui faisait de l'audit et de l'adaptation spatio-sanitaire. Et ça a été un observatoire pendant un an, de 2020 à 2021, d'un ensemble de besoins spatiaux criants qui existent en matière d'aménagement au travers des organismes communautaires de la Ville de Montréal. Donc, ça a été pour nous une autre preuve de concept du fait que notre programme de solidarité urbaine, la vision qu'on avait, les objectifs qu'on se fixait étaient importants et pertinents. Donc, on a aussi, durant ce projet-là, intervenu dans certains organismes qui interviennent en itinérance spécialement. Donc, on a pu se rapprocher encore de ce volet-là du programme. Ce projet-là, je le précise, a été appuyé par la Ville de Montréal et par Centraide du Grand Montréal. Projet, donc vous pouvez voir des informations additionnelles sur notre site web si vous êtes curieux. Donc, on est sorti de 2020 avec un positionnement en matière de solidarité urbaine au travers de la pandémie. On a aussi participé avec le Centre canadien d'architecture à l'organisation d'une table ronde sur cette problématique-là, justement, qui faisait état aussi de l'interface entre architecture et itinérance aussi, avec la prise en compte des enjeux qu'a révélé la pandémie, qui a mis au jour la problématique de l'itinérance d'une manière qu'on ne soupçonnait pas, en la visibilisant. Donc, tout ça a été encore de l'eau au moulin pour avancer notre programme de solidarité urbaine. C'est ce qui nous a amené à nous retrouver en 2021, à mobiliser différentes parties prenantes, à devenir membre des réseaux du RAPSIM et du mouvement pour mettre fin à l'itinérance et à mobiliser des partenaires publics en appui à cette grande démarche-là, ce programme de solidarité urbaine-là qu'on met en œuvre désormais et dont on va vous parler aujourd'hui plus en détail. Mais voilà l'historique en quelques mots du projet. Merci Bruno. Et donc, à présent, je vois qu'elle est présente déjà à l'écran. Je passe la parole à Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Madame Rouleau, c'est à vous. Merci encore de votre présence. Bien, merci beaucoup, Madame Huban, pour l'invitation. Je salue M. Demers du même coup. Et puis, bonjour à vous toutes, à vous tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement qui est important, cette rencontre où sera abordé un enjeu qui touche particulièrement la région de Montréal, c'est l'itinérance. Et il s'agit vraiment d'un défi métropolitain majeur qui a malheureusement été exacerbé par la pandémie. On voit que le nombre de personnes sans abri aurait même doublé depuis le début de la pandémie et que cette itinérance, bien, elle a un visage qui change. C'est une situation assez complexe qui se présente sous différentes formes, qui peut être causée par une multitude de raisons et de différentes façons. Et on pense évidemment à l'itinérance très visible, ce qu'on voit, mais il y a aussi l'itinérance cachée qui passe sous le radar. Puis l'itinérance des femmes, l'itinérance des communautés autochtones aussi. Et on le constate très bien, les personnes qui sont sans abri cherchent refuge au-delà des limites du centre-ville. Et cette situation touche dorénavant l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Une situation qui me préoccupe particulièrement, mais qui préoccupe aussi mes collègues ministres au Conseil des ministres, dont le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman,
qui travaille très fort sur cet enjeu et on n'a pas hésité une seconde là, à agir pour trouver des solutions durables pour pouvoir lutter efficacement contre l'itinérance. On a mis en place à l'automne dernier le plan d'action interministériel en itinérance, le plan 2021-2026, qui s'appelle « S'allier devant l'itinérance ». C'est un plan très ambitieux qui représente un investissement de près de 280 millions de dollars sur 5 ans et qui repose essentiellement sur la collaboration des différents partenaires pour multiplier les expertises et atteindre tous le même objectif, c'est d'aider les personnes les plus vulnérables de notre société. En parallèle, je vous rappelle que mes collègues Nathalie Roy et André Laforêt, respectivement ministre de la Culture et des Communications et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, travaillent actuellement à l'élaboration d'une politique dont l'échelle d'application est plus large et est essentielle. C'est la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. En plus de viser à contribuer au mieux-être de la population et à léguer des milieux de vie durables et sains, cette politique, dont le lancement est prévu au printemps prochain, intégrera des objectifs allant de la réalisation de projets architecturaux à la planification la plus englobante en matière d'aménagement du territoire. La politique nationale misera sur la cohérence de l'action gouvernementale en architecture et en aménagement du territoire, mais elle fera également appel à la contribution de l'ensemble des acteurs pour développer une culture de la qualité architecturale et des milieux de vie qui soient partagés par tous. Et je salue en ce sens la mission d'Architecture sans frontières qui va de pair avec ses objectifs et la vision de la future politique nationale. En jumelant les milieux de l'architecture et de l'itinérance, l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui va permettre de dégager des solutions spécifiques à la réalité montréalaise pour avoir un impact concret. Et l'approche d'Architecture sans frontières est tout à fait innovante et complémentaire au travail qui est déjà fait sur le terrain en matière d'équité urbaine et d'inclusion sociale. C'est un apport important que vous apportez, que vous amenez. Et transformer et repenser le mobilier urbain, l'aménagement et les espaces existants peut réellement augmenter la qualité de vie des personnes sans abri ou marginalisées et contribuer à leur bien-être. Alors, je suis très fière d'appuyer Architecture sans frontières dans ce projet via le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Et grâce à des projets comme celui d'Architecture sans frontières et à nos actions concertées, on peut mettre en place des solutions qui sont innovantes pour lutter contre l'itinérance. Les aspects à considérer sont multiples et l'architecture urbaine apporte assurément des pistes très intéressantes. L'itinérance, on le sait tous, c'est un enjeu majeur qui nécessite que soient mises à profit les compétences de tous. Alors là-dessus, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne conférence, très belle journée, des échanges fructueux et je suis certaine que la réflexion, la mobilisation porteront fruit et j'ai hâte d'avoir les résultats de cette réflexion. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci infiniment, Madame Rouleau. Merci infiniment pour cet éclairage fort utile et nous ne manquerons pas, évidemment, de partager les prochains développements suite à cette conférence. Nous savons évidemment que vous avez un agenda très chargé, donc on vous laisse quitter au moment opportun dans votre cas, mais en tout cas, on apprécie encore nouvellement infiniment votre présence aujourd'hui. À présent, je souhaiterais passer la parole à Madame Erika Neus, qui est donc, comme je l'ai mentionné, la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Madame Neus, c'est à vous et une nouvelle fois, merci, Madame la ministre Chantal Rouleau. Bonjour, merci de l'invitation. J'en profite pour saluer Madame Rouleau, Monsieur Demers, Madame Levasseur,
Madame Deschênes et Monsieur Jean-Julien. Il me fait très plaisir d'être parmi vous. Vous comprendrez aussi que je devrais quitter. Je me permets une petite pause du présent conseil municipal pour venir vous saluer. Il est important pour notre administration de venir vous dire un petit coucou parce que c'est, je pense, le travail du jumelage de deux belles choses. Des choses importantes, des choses complexes. L'humanité, comment on la traite, comment on travaille ensemble et comment on peut offrir à cette humanité du beau parce qu'on veut travailler pour plus d'égalité des chances. Donc, effectivement, comme Mme Rouleau le disait plus tôt, l'itinérance est un enjeu complexe qui nécessite des solutions qui sont diversifiées et qui travaillent en complémentarité. Pour la Ville de Montréal, l'itinérance est une question qui nous tient extrêmement à cœur. C'est pour cette raison que notre administration, depuis le début du nouveau mandat, a décidé de travailler très, très fort pour mettre des actions et soutenir du mieux qu'elle le pouvait des initiatives. D'où pourquoi nous avons augmenté le budget, j'avais pas le bon mot, le budget pour les organismes communautaires de 3 millions à 6 millions. Et aussi, depuis 2021, il y a l'escouade EMIS, donc l'équipe mobile de médiation et d'intervention sociale qui a été mise sur pied. Puis cette équipe, qui est une première dans le monde municipal, a pour objectif d'accompagner les personnes vers des ressources et travaille à favoriser la cohabitation sociale. Et de plus, je tiens à le réitérer, tous les services de la Ville travaillent vraiment à pied d'œuvre pour soutenir des projets porteurs pouvant être complémentaires, puisque l'itinérance devrait devenir l'affaire de tous. Comme je le disais plus tôt, je tiens à saluer la rencontre que vous avez aujourd'hui parce que je crois profondément que la culture, le design, la beauté peut avoir un impact significatif pour tout le monde et tout spécialement pour les personnes vivant de l'exclusion sociale et étant en situation d'itinérance. Je pense que, quel que soit le statut social, la beauté peut vraiment être au service de l'humanité et de la dignité humaine. Un an après l'adoption de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité de l'exemplarité en design et en architecture, la Ville de Montréal a lancé un appel de proposition visant à sensibiliser et à former et à accompagner les Montréalais et Montréalaises dans l'application des principes de qualité, de durabilité et de résilience en design et en architecture. Au total, c'est une enveloppe de 400 000 $ qui a été versée à des organismes pour soutenir des projets structurants et à des entreprises créatives pour développer des outils innovants. Donc, c'est d'ailleurs le programme Développer ensemble une plus forte culture en design que nous soutenons l'initiative d'Architecture sans frontières Québec. Et la production de l'état des lieux que vous allez faire aujourd'hui pour de meilleures pratiques en architecture permet à la Ville de mieux travailler puis d'avoir un impact positif et de pouvoir bénéficier du talent, de la créativité d'un milieu si bien mobilisé. Un bon design conjugue créativité et innovation afin de répondre aux besoins humains et pour favoriser la participation et l'engagement de tous. Donc, ce projet que vous documentez pourra, et je le répète, sûrement et grandement pouvoir nous donner un coup de main. On doit construire la ville de demain, puis on doit le faire en s'assurant que tout le monde est compté. Donc, sans plus attendre et avant de retourner à mon beau conseil municipal, je tiens encore à vous saluer pour cette initiative et j'ai très, très hâte de prendre connaissance des constats qui sortiront de vos échanges. La Ville de Montréal souhaite innover en matière d'inclusion sociale et d'égalité des chances et c'est une occasion pour nous d'avoir accès à la réflexion de gens très qualifiés et talentueux au service de la Ville et des citoyens et citoyennes de la Ville de Montréal. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Alnéus. Merci pour ces propos très constructifs et très positifs. Nous apprécions infiniment une nouvelle fois votre contribution à cet événement et il va de soi que nous vous tiendrons au courant des prochains développements. C'est un lien que nous avons très fort et nous vous remercions de votre soutien au nom d'Architecture sans frontières Québec. Merci. Alors, nous de vous laissons l'invitation. filer, vraiment, mais vraiment, c'est très apprécié, votre présence. Encore merci. Je vous souhaite de très beaux échanges. À bientôt. Merci.
À présent, je cède la parole à Madame Hélène Levasseur, qui est donc la coordonnatrice de recherche chez Architecture sans frontières Québec. Hélène, c'est à vous. Bonjour, merci Isabelle. Donc voilà, grâce à la contribution du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par l'entremise du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, et ce pendant 3 ans, et grâce aussi au soutien de la Ville de Montréal pour la première année du projet, dans le cadre de la subvention Développer ensemble une plus forte culture du design, offerte conjointement avec le ministère de la Culture et des Communications, notre programme en solidarité urbaine s'est enfin consolidé. Donc, ces supports du Québec et de la Ville ont rendu possible la mise en œuvre d'un grand projet qu'on vous présente aujourd'hui qui est intitulé Métropole, Montréal, Métropole solidaire par le design et l'architecture. L'objectif de ce grand projet est de contribuer significativement à rendre Montréal plus résiliente, plus inclusive, équitable, conviviale et exemplaire grâce à l'expertise architecturale dans le milieu communautaire, le tout pour venir en aide aux plus vulnérables, dont les personnes en situation d'itinérance. Pour y parvenir, nos actions se concentrent aussi et se départagent en 2 volets d'activités complémentaires, donc un service d'aide au projet d'aménagement et aussi un projet de recherche, action et diffusion. Je vais introduire brièvement les 2 volets après cette gorgée d'eau. Et par la suite, mes collègues Olivia Daigneault-Deschênes et Olsen Jean-Julien présenteront en détail les avancées des volets respectifs qu'ils dirigent. Un service destiné aux organismes communautaires ayant des moyens limités pour les aider, et ce grâce à des gestes d'aménagement, donc du design intérieur, de mobilier, des places extérieures, le tout pour mieux desservir leur clientèle. Le second volet est un projet de recherche et de transfert de connaissances sur l'architecture au service de l'itinérance. Ce projet tend à examiner comment l'architecture, le design et l'ensemble des pratiques d'aménagement formelles et informelles peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et aussi à l'amélioration des pratiques d'intervention sociale. Regroupant de manière innovante des professionnels et chercheurs du milieu de l'architecture et du design, toutes échelles confondues, et aussi des sociologues, travailleurs sociaux et chercheurs de l'école de design, de l'école de travail social de l'Université de Montréal, le projet propose 2 matériaux d'analyse selon les disciplines des chercheurs. Donc, en architecture et en design, ces matériaux proviennent principalement d'études de cas, qu'Olsen Jean-Julien vous présentera plus tard. Les questions d'étudier des projets d'aménagement existants visant l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance, visibles ou cachées. Le second matériau d'analyse provient d'une enquête qualitative sur les campements urbains, donc l'observation directe de ce qu'on peut voir, observer à Montréal et à Toronto présentement. Le projet global de recherche vise la diffusion et aussi le transfert de connaissances par différents moyens. Donc, on pense à un catalogue de bonnes pratiques. On pense aussi à organiser des colloques. On aimerait aussi produire un guide pédagogique qui pourrait servir à outiller différents acteurs de la ville et aussi de l'aménagement. Donc, à terme, nous souhaitons informer et outiller les professionnels du design et de l'architecture, les acteurs de la ville, les parties prenantes du développement social et urbain aux pratiques et projets exemplaires à privilégier pour favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance. Les 2 projets de notre recherche s'articulent l'un à l'autre et aussi s'alimentent de manière réciproque. Par exemple, la recherche peut alimenter la réflexion des professionnels du service d'aide au projet d'aménagement. L'équipe de recherche peut, par exemple, outiller l'équipe d'intervention quant à la manière de présenter leurs idées pour favoriser l'innovation sur le terrain. Inversement, l'équipe d'aide fait aussi remonter des problématiques ou des enjeux observés sur le terrain vers l'équipe de recherche. Aussi, étant donné leur proximité avec les intervenants et aussi même les bénéficiaires, l'équipe d'aide peut faciliter la prise de contact entre les chercheurs et la communauté. Je vous présente maintenant l'équipe permanente du service d'aide au projet d'aménagement
toute Architecture sans frontières, donc Olivia Daigneault-Deschênes, qui va vous adresser la parole très bientôt, qui est architecte et aussi chargée de projet chez Architecture sans frontières. Maude Ledoux, aussi architecte et coordonnatrice de projet, et Mayra Gonzalez, designer, chargée de projet adjointe. Voici maintenant l'équipe de recherche et de l'École de travail, autant chez Architecture sans frontières et de l'École de travail social de l'Université de Montréal. D'abord, Olsen Jean-Julien, chargée de recherche, architecte et ingénieur. Moi-même, Hélène Levasseur, PhD en aménagement et en sciences de l'environnement, chargée de recherche. Et du côté de l'École de travail social de l'Université de Montréal, Caroline Grimard, professeure. Les chercheurs principaux sont aussi appuyés par des étudiantes. Donc, Sarah Lou Wagner-Lapierre, étudiante au doctorat à l'École d'architecture de l'Université Laval. Elisabeth Prince, qui est étudiante à la maîtrise à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Et enfin, Véronique Lapalme, qui est étudiante au doctorat de l'École de travail social de l'Université de Montréal. Alors voilà, je donne la parole à ma collègue Olivia Daigneault-Deschênes, chargée de projet pour le service d'aide au projet d'aménagement. Merci Hélène. Vous voyez bien mon écran? Super. Alors, donc, je m'appelle Olivia, je suis architecte chargée de projet en solidarité urbaine. Nos services sont des services professionnels offerts à des organismes et des organisations sociales qui ont des moyens limités pour réaliser des projets d'aménagement à fort impact social. Pour chacun de nos projets, on a une approche collaborative et un processus de consultation, de co-création adapté. Par co-création, j'entends la mise en place d'ateliers participatifs avec des usagers et usagères de l'espace. Donc, ça peut être des employés, les équipes d'intervenantes, d'intervenants, les bénéficiaires, pour qu'ils prennent part au processus de conception. De cette manière-là, on implique la communauté dans le projet et on s'assure que le projet répond le plus possible aux besoins et aux attentes de la communauté qui dessert. Nos domaines d'expertise sont l'architecture, le design d'intérieur, le design de mobilier et évidemment les processus de co-création. Nos objectifs, c'est de supporter les projets communautaires qui sont en réponse à des enjeux urbains, des enjeux comme la violence, la discrimination, l'itinérance, l'insécurité alimentaire, la crise du logement. On souhaite offrir nos services aux communautés les plus vulnérables avec une attention particulière à la question autochtone et à l'itinérance. À l'intérieur du projet, on souhaite desservir une diversité de secteurs et une diversité de communautés. On souhaite intervenir aussi à l'intérieur d'une diversité d'échelles et de nature d'intervention. Comment on arrive à faire ça? On fonctionne par appel à projet. Donc, le projet qui est sur 3 ans, on prévoit faire des appels à projets cycliques à un rythme de 2 à 3 appels par année. Le premier appel à projet a été lancé en octobre 2021, suite à quoi des projets ont été sélectionnés. Et on vise de faire notre deuxième appel à projet au début avril 2022. La durée des projets visés, c'est de 3 à 4 mois. Ça, c'est un ordre de grandeur. Évidemment, il y a des ajustements en fonction des besoins. La sélection des projets se fait selon nos critères d'admissibilité, selon la rencontre de nos objectifs visés et aussi selon la faisabilité du projet. Nos critères d'admissibilité, donc, pour être admissible à nos services, on doit être un organisme, un groupe citoyen ou une entreprise d'économie sociale qui dessert des populations vulnérables en offrant des services de première ligne et être situé à Montréal. Au sein de l'organisme, on doit retrouver aussi une mission pour l'égalité et la justice sociale. On va aussi évaluer les projets selon nos critères de vulnérabilité. D'abord, vulnérabilité de l'organisme et vulnérabilité des bénéficiaires. L'organisme doit avoir des moyens limités qui l'empêchent de mandater, de faire appel à des services payants d'architectes ou de designers pour pouvoir profiter de nos services offerts. La vulnérabilité des bénéficiaires, donc les bénéficiaires doivent se retrouver en situation de pauvreté, mais aussi dans l'évaluation de la
vulnérabilité. On a une considération pour les minorités de genre, les membres de la communauté LGBTQ2S, les personnes issues de l'immigration. Donc, on est vraiment dans une perspective intersectionnelle à travers la lentille de l'itinérance. Évidemment, on a des critères de faisabilité, donc faisabilité budgétaire, faisabilité réglementaire au niveau de l'échéancier, bien sûr, et nos critères de diversité. Donc, les projets soumis seront évalués aussi relativement à nos objectifs de desservir différents secteurs et de faire des projets de nature variée. Donc, dans ce sens, les projets déposés vont être évalués relativement aux autres projets présentés au sein d'un même appel. Quel genre de projet est-ce qu'on peut exécuter? Bien, on va travailler à l'intérieur d'une variété d'échelles. Des projets à petite échelle, ça peut ressembler à le réaménagement de locaux existants, la rénovation d'un espace suite à un changement d'usage, la conception d'une placette extérieure. On peut aussi venir intervenir, avoir une contribution partielle dans un projet à grande échelle, par exemple en venant donner notre appui au démarrage, en produisant des études préconceptuelles, en faisant des premières esquisses pour aider à aller chercher du financement, faisant des études réglementaires pour un site donné, etc. Plus concrètement, je vais vous présenter quelques-uns de nos projets qui sont en cours, à commencer par le projet PAC, qui est la conception de mobilier sur mesure pour les dortoirs des hommes du projet PAC, donc Projet Autochtone Québec, pour répondre à des enjeux de sécurité, d'intimité et de fonctionnalité. Il nous faire la conception d'un mobilier qui va se déposer directement sur du mobilier existant. Donc, on est vraiment on essaie d'optimiser déjà ce qui est en place. La fabrication est en cours et puis l'installation va se faire dans les semaines à venir. Ensuite, notre projet CEDA, qui est le réaménagement et la mise aux normes des espaces d'aide alimentaire de l'organisme CEDA, qui est situé dans le sud-ouest. Pour ce projet-ci, on est présentement dans la phase esquisse, donc on est vraiment sur la table à dessin. Ensuite, notre projet ARMU, c'est un organisme qui est récemment devenu propriétaire d'un immeuble à Oshaga-Maisonneuve et qui souhaite rénover sa façade en devanture. Dans ce projet-ci, on collabore avec Pivot Architecture, que je salue, et on produit une étude réglementaire et un relevé des façades existantes en vue d'une demande de permis de transformation auprès de l'arrondissement dont est assujetti les travaux projetés. Donc là, on est vraiment plus dans du réglementaire. Enfin, le projet Logirose, qui est la rénovation de la salle communautaire que vous voyez à l'écran chez Logirose, qui est un centre d'hébergement moyen terme pour des femmes en difficulté, dont la majorité des résidentes viennent des refuges pour itinérantes ou des centres jeunesse. Dans ce contexte, on va aussi revoir l'aménagement des salles de consultation qui sont dans le même bâtiment. Et encore une fois, on est dans une perspective de valoriser des espaces existants pour qu'ils soient utilisés et appréciés à leur plein potentiel. Dans ce projet-ci, on est également à la phase d'esquisse. Et tout ça, ça donne une idée aussi de notre travail qu'à l'intérieur de ce service-là, on continue de développer l'apport des professionnels de différentes manières. Donc, en référant des mandats ou des portions de mandats à des professionnels partenaires, comme on fait avec Pivot pour ARMU, et en faisant aussi la promotion de l'engagement bénévole à différentes phases, notamment pour la mise en œuvre qu'on va faire en corvée bénévole lorsque la nature de l'intervention le permet, puis pour certaines natures de travaux, évidemment. Bien sûr, la mobilisation bénévole a connu un ralentissement causé par la pandémie, mais on est optimiste que ça reprend de plus belle en 2022. Donc, ça, c'était une brève introduction à notre travail en aménagement chez ASFQ. J'en profite pour re-annoncer qu'on vise faire le prochain appel à projet en début avril. Je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux et s'inscrire à notre infolette pour rester au courant. Suite à l'appel, lorsque l'appel va être lancé, on va aussi planifier un événement, un web info pour couvrir toutes les technicalités du service
que je n'ai pas le temps de couvrir aujourd'hui. Et sur ce, je passe la parole à mon collègue Eugène Jean-Julien qui vous présente le volet recherche. Merci. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour cette présence à la conférence d'ouverture du projet de recherche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les détails un peu du projet de recherche tel que nous l'avons conçu à SFQ. Donc, en fait, le projet de recherche aborde la question de l'exclusion sociale des personnes en situation d'itinérance. Et c'est un problème majeur qui est issu de différentes réalités. On a des villes en concurrence pour de nouveaux capitaux, et d'un côté, et de l'autre côté, on a un déficit important de logements sociaux et abordables, de logements familiaux. Et ce déficit crée une plus grande visibilité des personnes en situation d'itinérance dans la ville. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de personnes de ce qu'on voit, mais cette visibilité déjà, en face de la concurrence, crée des conflits spatiaux entre les personnes en situation d'itinérance, les résidents et les commerçants. Un ensemble de disciplines académiques, professionnelles, abordent cette question d'exclusion sociale en relation avec cet ensemble d'enjeux urbains qu'on a. Donc, je ne vais pas parler de chaque approche de ces disciplines, mais surtout dire qu'il y a, malgré les descriptions assez riches que nous utilisons dans ces disciplines, on s'est rendu compte qu'il y a une question qui n'est pas résolue. C'est comment les pratiques d'aménagement peuvent contribuer à l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance. Et pour ce faire, on a formulé 2 objectifs opérationnels. C'est de réaliser une recherche synthétique par étude de cas afin de documenter les leçons apprises dans les projets d'aménagement et les campements urbains formels et informels. Le deuxième objectif, c'est de rendre ces leçons accessibles aux acteurs de la ville de Montréal à travers un catalogue, un webinaire, un guide et un ensemble de colloques. Donc, recherche synthétique par étude de cas, c'est un travail de recherche qui se base fondamentalement sur un focus sur une réalité à décrire. Et en ce qui nous concerne, les réalités sont les projets innovants destinés au PSI, des projets d'aménagement et des campements urbains formels et informels. Pour décrire, pour collecter des données et analyser des données autour de ces réalités, on a formulé 3 propositions théoriques. Et ces propositions théoriques vont nous permettre de faire ce travail. Et à la fin du processus, on souhaite tirer un ensemble de leçons d'aménagement. Et ces leçons d'aménagement vont être diffusées à travers les webinaires, catalogues, guides et colloques dont on a mentionné. Donc, les 3 propositions théoriques en question sont les suivantes. La première proposition théorique, on considère que l'itinérance urbaine prend la forme d'une configuration d'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie cachée et il y a une petite partie visible. Et dans cet iceberg, il y a la présence mobile dans l'espace urbain d'individus vulnérables, sans logement stable et poussés vers la rue. Et la métaphore de l'iceberg nous parle d'une autre réalité, c'est la réalité de ce qu'on ne voit pas dans la rue. C'est les gens qui dorment chez les parents, chez les amis, les gens qui dorment dans leurs voitures, les gens qui dorment dans des maisons abandonnées, les gens qui dorment dans des maisons où ils sont forcés de consommer de la drogue et ils sont forcés ils sont exploités sexuellement. Ce sont des adolescents dont l'avenir est fauché, ce sont des femmes qui subissent de la violence. C'est un problème majeur et cette partie cachée a tout cela. Notre deuxième proposition théorique, c'est que les campements formels et informels sont des pratiques d'aménagement spatial qui proposent des tactiques d'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance. On ne peut pas avoir la prétention de développer un design qui adresse la question de l'exclusion sociale
sans comprendre ce que font les gens même qui vivent la situation de l'exclusion afin d'améliorer et afin de résoudre ce problème et de s'inclure socialement. Donc, les campements vont être une réalité à comprendre et voir quelles sont les tactiques qui sont utilisées par ces personnes et les associations qui les soutiennent donc, en matière de lutte à l'itinérance. Ce qui nous amène à notre troisième proposition théorique qui s'articule autour des projets d'aménagement. Et on dit que les projets d'aménagement réalisés à partir d'un savoir systématique du phénomène de l'itinérance peuvent faciliter l'inclusion sociale des personnes en situation d'itinérance. Et ce qui nous dirige vers un ensemble de cas où il y a un ensemble de projets d'aménagement qui sont pensés, qui sont réalisés autour d'une connaissance de l'itinérance. On va documenter à peu près 6 cas, mais qui visent l'inclusion des personnes en situation d'itinérance. Mais ce travail d'étude de cas va être soutenu par 2 autres initiatives de recherche. Il y aura une enquête qualitative sur les campements urbains de personnes en situation d'itinérance à Montréal et à Toronto, organisée en collaboration avec l'École du travail social de l'Université de Montréal. Et il y a aussi un projet assez important pour l'intégration des populations défavorisées dans les parcs à Montréal. Donc, dans ce projet, ils vont aborder les enjeux de gouvernance et d'appropriation d'espace. Et c'est avec le CRC, un autre centre de recherche qui fonctionne à Montréal. Le projet aussi de recherche est soutenu par un comité consultatif interdisciplinaire, donc, à l'intérieur duquel nous avons regroupé un ensemble de professionnels qui pratiquent l'architecture dans la ville de Montréal et des chercheurs. Et il y a aussi des professeurs d'université, mais aussi surtout des gens qui sont articulés avec le milieu de l'itinérance, les organismes communautaires qui travaillent sur le terrain. Donc, nous conseillent, nous recommandent des choses et nous travaillons conjointement avec ces organismes pour développer notre projet. Donc, ceci nous amène au cas d'étude. Dans notre démarche, les cas d'études sont extrêmement importants. Les cas d'études, en fonction de leurs caractéristiques, nous donnent un ensemble de contenus informatifs qui nous permettent de tirer les leçons dont nous avons besoin. Là, le premier cas d'étude, c'est le projet Résilience Montréal. Résilience Montréal, c'est une initiative. Notre directeur Bruno a parlé tout à l'heure de ce projet, de l'implication de la SFQ. On voulait regarder ce projet pour une question simple. C'est que c'est un projet qui a transformé un espace de 350 mètres carrés en un lieu d'inclusion sociale au cœur de la ville de Montréal et avec une initiative pour faire face à une grande crise dans l'année 2019 où des personnes autochtones sont mortes à cause de la fermeture d'un centre de service. Et cette crise, on a développé des activités innovantes pour adresser cette crise et il en est résulté un centre de jour qui fait un travail extraordinaire dans ce milieu. Donc, dans le cadre de ce projet, on se propose de comprendre la façon dont les personnes en situation d'itinérance habitent et utilisent le centre-ville de Montréal dans un quartier en pleine transformation avec la construction des condos. On se rappelle de la problématique. Il y a une ville en concurrence qui attire des capitaux d'un côté et de l'autre côté, il y a un déficit de logement social, communautaire et familial. Donc, notre deuxième attente par rapport à ce cas, c'est de comprendre les leçons d'aménagement issues de la relation entre un centre de service et une place publique avoisinante, dans notre cas, le Square Cabo. Le deuxième projet important, le deuxième cas d'étude, c'est le Community First Village. À Austin, Texas, c'est une histoire extraordinaire, Community First Village. Il y a eu un groupe, Mobile Loaves and Fishes, qui distribuait de la nourriture aux personnes en situation d'itinérance. Et à un certain moment de la durée, en 2009, ils ont décidé de créer un village pour ces personnes en situation d'itinérance et ils ont fait face à l'opposition des riverains à Austin, au Texas. Et ce qu'ils ont fait, ils se sont déplacés à 4 km de la ville d'Austin et ont développé un village communautaire avec ces personnes en situation d'itinérance et d'autres personnes.
Et ils ont développé un ensemble de services communs, des douches, cuisine, cliniques, espaces de rencontre, etc. Et autour de ces services, ils ont développé un ensemble de logements, des mini-maisons, des micro-maisons, des véhicules de récréation, tout ce qui pourrait rapidement organiser un village. Mais ça ressemble beaucoup à un camp. C'est un village extrêmement organisé, extrêmement structuré et qui se développe comme une ville. Donc, pour ce faire, ils ont développé un concours d'architecture et pour les mini-maisons, ils ont eu des propositions d'architectes qui ont été effectivement construites et en articulant, en comprenant le problème de façon profonde. Il y a beaucoup de modèles qui s'inspirent de la tradition constructive du Texas et qui s'adaptent aussi au mode de vie des personnes en situation d'itinérance. Et il y a aussi d'autres modèles formels qui s'articulent avec l'informel pour donner de très riches typologies, de très riches formes d'aménagement dans l'espace. Donc, ce qui nous amène à dire que pour ce projet, on peut apprendre comment l'approche communauté d'abord et les stratégies d'aménagement d'un village communautaire permettent l'inclusion sociale, même face à l'opposition des riverains. On se propose aussi de comprendre la grande variété de typologies d'aménagement dans ce village. Donc, cette compréhension nous donnera un ensemble de leçons. Si on retourne à Montréal maintenant, le troisième cas considéré, c'est Place L'Acadie. Et en termes de projet, quand on regarde, quand on passe à côté de ce projet, on voit des bâtiments, de gros bâtiments. Et c'est à l'intérieur qu'on comprend le travail qui a été fait quand on questionne, quand on fait parler les documents, quand on fait parler l'espace. On comprend que c'est un complexe de 1489 logements développés avec des supports financiers de la Société d'habitation et de développement de Montréal et la Société canadienne d'hypothèque et de logement, avec à peu près 700 logements sociaux et abordables, des logements pour personnes âgées, des condominiums luxueux. Donc, dans ce total, pour réaliser cet aménagement extrêmement complexe qui a mobilisé 200 millions de dollars, le groupe Taiwan, le promoteur principal, a travaillé avec un ensemble d'organismes communautaires, en plus de l'État fédéral, pour offrir ces logements. Ce qui est important là-dedans, ce sont les espaces communs et la diversité de la qualité de logement. Comme vous pouvez regarder dans ces images, il y a une diversité d'offres de logement et d'espaces communs qui crée une importante mixité. Et c'est cette mixité qui favorise l'inclusion sociale dans la logique du projet. Donc, dans ce projet, on va en principe décrire les démarches de conception architecturale et technique afin de comprendre la grande variété de typologies d'aménagement dans un complexe qui favorise la mixité et l'inclusion sociale. Donc, ce projet aussi va nous informer beaucoup sur les politiques publiques qui adressent cette question de logement et les mécanismes de financement qui facilitent la réalisation de ce type de projet. Un quatrième projet qui raconte encore une histoire extraordinaire, c'est le projet de Times Square. Times Square à New York, ça raconte l'histoire d'une jeune architecte de 30 ans, Rosanna Gerdy, qui a été témoin d'un hôtel squatté par 200 sans-abri dans le centre de Manhattan. Et elle a décidé qu'elle pouvait faire quelque chose par rapport à ce problème. Et elle a monté un groupe important de promoteurs. Donc, elle a constitué un groupe qui s'appelle Common Ground, une organisation, et elle s'est associée avec Center for Urban Community, la ville de New York et une fondation. Et ils ont, avec le support important, à peu près 30 millions de dollars venant de la ville de New York, ils ont récolté encore 30 millions de dollars pour développer un projet de 60 millions de dollars où ils ont transformé l'hôtel en 600 logements abordables et avec une grande attention sur le design, sur la qualité de l'espace, sur les espaces verts, et ils gardent tout ce qui est élément de beauté dans l'espace. Donc, dans ce projet, notre attente est assez élevée. Il faut comprendre les stratégies d'aménagement destinées à la transformation d'un ancien hôtel squatté en complexe d'appartements pour les PSI. C'est un projet extrêmement osé, extrêmement audacieux, qu'il s'agira aussi de voir comment les politiques publiques et les mécanismes de financement favorisent ce type d'audace dans les projets d'aménagement. Là, on laisse un peu l'Amérique, on va aller dans notre 5e cas en Europe et on va considérer un projet important et qui se passe en Finlande.
la Finlande, c'est le seul pays d'Europe qui a finalement résolu le problème de l'itinérance. Au début des années 2000, la Finlande avait à peu près 20 000 personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, il n'y a aucune personne en situation d'itinérance. Il y a 52 personnes qui sont en itinérance et qui sont logées dans un centre. Donc, personne dans la rue quand on marche en Finlande. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans 20 ans? Dans 20 ans, ils ont décidé de pratiquer la stabilité résidentielle avec accompagnement, ce que dans le domaine de l'itinérance, on nomme logement d'abord. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec les gens en leur disant qu'il faut se préparer à un logement parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc, c'est une stratégie par étape qu'utilisent plusieurs organismes. L'approche logement d'abord dit le logement est un préalable au processus de traitement. Et il se base sur le fait que beaucoup de gens ont des défis de santé mentale et beaucoup de gens ont des problèmes de toxicomanie, mais ont des logements et ne sont pas en situation d'itinérance. On ne peut pas se baser sur le fait de ces défis et de ces problèmes pour dire que les gens doivent pouvoir gagner leur logement. Donc, dans cette approche, on dit on va donner un logement au sens et ce logement, avec accompagnement, va constituer une base de leur réhabilitation et de leur réinclusion sociale. Donc, ils ont initié un programme de transformation d'anciens refuges en complexes d'appartements systématiquement et ils ont développé un autre projet qu'on va étudier. Ils ont développé des complexes d'appartements au bord de lac, par exemple, pour les personnes en situation d'itinérance qui veulent prendre l'engagement de vivre sans consommation de drogue. C'est-à-dire, on utilise le design non seulement pour enlever les gens de la rue, mais aussi pour les stimuler à abandonner un ensemble de situations qui leur tient à problème. Donc, ce sont des projets qui coûtent environ 10 millions de dollars pour se développer. Et ces deux projets vont nous permettre de comprendre un aspect important de la lutte à l'itinérance, c'est comment les stratégies d'aménagement accompagnant la mise en œuvre réussie d'une politique de logement d'abord facilitent l'inclusion sociale. Évidemment, il y a beaucoup de design et beaucoup d'architecture qu'on doit devoir décrire les démarches de conception et on va aussi établir des comparaisons avec la démarche canadienne d'application du logement d'abord. Au Canada, il y a une dizaine d'années, on a développé des recherches sur le logement d'abord, un grand projet d'études, et on a eu des applications dans différentes provinces et dans différentes villes, dont à Montréal. Donc, avec le travail de la Finlande, on va pouvoir faire des comparaisons avec ce qui se passe à Montréal. Le sixième cas, c'est un ensemble d'exemples. Là, je vous présente des exemples, mais ce sont des modèles de design innovants dans la rue et dans les campements qui sont pratiqués. Et ces modèles de design, il y a beaucoup de firmes d'architecture, de designers qui sont de plus en plus conscients qu'on doit inclure le design dans la rue et dans les campements pour améliorer, pour faciliter l'inclusion sociale. Donc, et il y a, les réflexions sont très avancées, il y a un ensemble de modèles extrêmement importants. Donc, et là, dans ce cas, si il y a un ingénieur français qui a conçu un abri pour éviter les morts par hypothermie dans des pays froids comme le Canada, la Finlande et autres. Donc, et ces modèles fonctionnent dans la rue. Là, ici, on voit le centre CARE qui utilise ces modèles, qui fait la promotion pour Montréal. D'autres designers développent, par exemple, des bancs. Il n'y a aucune raison pour que les bancs servent uniquement à s'asseoir. Les bancs peuvent se transformer, par exemple, en abri la nuit et sans que ça nuise à l'espace urbain et au parc. D'autres initiatives de design dans la rue et dans les campements, il y a le groupe Hoplockers ont développé le concept de casier de l'espoir, qui sont des installations sécurisées qui permettent aux personnes en situation d'itinérance de stocker leurs biens pendant le jour. Et ce faisant, ils peuvent se libérer pour aller chercher un emploi, aller à l'hôpital ou chercher à manger. C'est ce qui est une stratégie importante pour leur permettre de s'intégrer et d'évoluer dans la ville. Un autre exemple de design dans la rue et dans les campements, c'est l'approche extraordinaire de l'Avamé qui considère l'hygiène comme un droit commun en amenant des douches mobiles dans la rue en suivant les parcours des itinérants. Donc, cet ensemble de modèles de design nous va faciliter le développement de la description des réalités d'aménagement dans la rue et dans les campements.
Et ça va nous permettre, en l'année 2022, de produire un catalogue, un webinaire et une première colloque. Donc, c'est en 2023, sur la base de ce qui a été produit avec le catalogue, on va élaborer le concept du guide et travailler sur un deuxième colloque où on va rassembler des scientifiques, des gens. Il y a beaucoup de réflexions qui se font sur cette question. On a vu comment les disciplines se sont intéressées à cette question. En 2022, le colloque va rassembler un ensemble de spécialistes de la question de l'itinérance. En 2024, il y aura un troisième colloque, mais on aura déjà finalisé le guide. Et le guide va nous permettre aussi de diffuser un ensemble de connaissances et initier des pratiques pour transformer la démarche du design par rapport à l'itinérance. Tout ceci vers un Montréal plus inclusif et plus solidaire. ASFQ est totalement confiant que la mise en œuvre des leçons d'aménagement documentées par le projet de recherche va contribuer à l'émergence d'une ville de Montréal plus solidaire, plus inclusive par le design et l'architecture. C'est là que j'arrête ma présentation. Merci. Merci infiniment, Olsen. Alors, j'étais en train d'indiquer que la période des questions débuterait dans 5 minutes, mais en fait, non, nous avons gagné du temps. Donc, la période des questions est ouverte et nous attendons vos suggestions, vos commentaires, vos interrogations. Nous sommes là pour y répondre. Merveilleux. Alors, pendant que les questions s'activent, je remercie mes collègues Hélène, Olsen, Olivia pour vos présentations. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon d'un projet à 2 volets qui, somme toute, est complexe. Donc, Isabelle, tu as invité les gens à poser des questions. Il y a peut-être des gens qui ont des questions, que ce soit sur des études de cas, que ce soit sur le service d'aménagement, que ce soit même sur Architecture sans frontières. Donc, gênez-vous pas si vous avez d'autres questions au-delà du projet. Je vois une première question de la part de Mme Francine Moreau. Est-ce qu'Architecture sans frontières Québec a une antenne sur la rive sud? Merci, Francine. C'est une bonne question. Je regarde mes collègues peut-être qui attendent que je réponde. On n'a pas, notre siège social est à Montréal. Je pense que, mis à part mon domicile sur la rive sud, on n'a pas d'antenne officielle de l'autre côté du fleuve. Notre projet vise principalement un appui aux projets qui sont basés à Montréal. Cela dit, sans s'engager, toute chose étant égale par ailleurs, on pourrait considérer faire... là, on parle dans le programme de solidarité urbaine, parce que le programme de solidarité urbaine, c'est dédié pour la métropole. Nos autres programmes, on fait des interventions sur la Côte-Nord, les communautés autochtones, tout ça. Mais pour le programme de solidarité urbaine, on se focus sur l'île. On n'exclut pas de prime abord éventuellement des demandes qui pourraient venir de la rive sud ou disons, de l'interprétation de la métropole au sens large. Mais on essaie d'y aller tranquillement dans nos appels à projets, dont Olivia a parlé tantôt, pour ne pas se retrouver avec... créer des faux espoirs à une variété de partenaires localisés sur l'île, à l'extérieur de l'île, et de ne pas être capable de répondre aux demandes. Donc, ce n'est pas exclu de prime abord, mais on avance tranquillement dans les appels à projets. Merci, Bruno. Je vois une autre question de la part de M. Serge Aymon. Existe-t-il un inventaire des espaces vacants à Montréal? Merci pour cette question. Qui souhaiterait répondre à cette question éventuellement parmi les membres de notre équipe? Bien, je répondrai. On a des partenaires. En fait, Architecture sans frontières n'est pas une entité qui est spécialisée sur la vacance. C'est une problématique en soi. Il y a une interface avec la question de la solidarité urbaine, avec la question de l'itinérance. Mais il y a des partenaires comme Entremise, qu'on connaît, qui travaillent sur la question des bâtiments vacants. Je pense que c'est peut-être de leur côté que ces informations-là existent. Je pense du côté, il y a un organisme qui s'appelle LAND. Je ne sais plus où sont rendus tous les développements de recherche d'identification, mais il existe des partenaires spécialisés sur les questions des espaces vacants. Mais on n'a pas une spécialité ou une source d'information à l'interne chez ASFQ. Merci beaucoup, Bruno. Je vois une question de Mme Maud Ravenel.
Prévoyez-vous inclure des personnes en situation d'itinérance dans votre recherche et comment allez-vous les choisir? Très bonne question, merci. Et pour cette question, il y a deux approches. Il y a la première, c'est que dans les projets, dans les études de cas, il y a des personnes en situation d'itinérance qui sont associées à certains cas. Donc, c'est-à-dire les personnes en situation d'itinérance avec lesquelles on va travailler sont celles qui sont en relation avec les cas d'études. C'est-à-dire, par exemple, si on va à Résilience Montréal, il y a un ensemble de personnes en situation d'itinérance qui fréquentent le centre et qui interagissent avec le Square Carbo. Et on pense faire des entrevues semi-dirigées ou suivre leur parcours et pour comprendre comment ils habitent la ville. Donc, c'est une première approche. Une deuxième approche, c'est qu'il y a aussi des organismes communautaires qui travaillent avec des personnes en situation d'itinérance qui ont des expériences et qui se rapprochent à cette question. Donc, on se propose de travailler avec les organismes communautaires et dans certains organismes communautaires, on va discuter non seulement avec certains dirigeants de ces organismes, c'est le cas pour Résilience encore, et c'est aussi le cas pour, par exemple, certains organismes qui travaillent, qui ont participé à la promotion du projet de Place L'Acadie. C'est aussi le cas pour Community First Village, c'est aussi le cas pour Times Square. Donc, on pense qu'on pourra avoir accès à travers ces organismes avec les personnes en situation d'itinérance avec lesquelles ils travaillent. Donc, c'est un peu ces deux aspects. Directement sur les lieux où les projets sont mis en opération et à travers les organismes qui se préoccupent par rapport à la question. Merci, Olsen. Je vois une autre question qui s'adresse à Olivia Deschênes-Daigneault. Donc, pourriez-vous élaborer sur les projets, les PAC et les CEDAC? Je te cède la parole, Olivia. Oui, donc les deux projets que j'ai mentionnés plus tôt, le premier projet du PAC, qui à l'origine était, si je ne m'abuse, un nouveau bâtiment qui a été construit. Donc, le bâtiment a été réfléchi pour servir de dortoir pour des itinérants. Et c'est suite à quelques années en fonction qu'il y avait des ajustements qui étaient nécessaires. Donc, à certaines mesures, les espaces ne convenaient pas aux activités. Il y avait des ajustements à faire. Et notre intervention a été vraiment à l'échelle du mobilier en acier pour s'accrocher au mobilier des lits à 2 étages en acier existants et venir soulager certains des irritants de l'espace. Du moins, c'est l'intention. Ensuite, pour ce qui est de CEDA, en fait, CEDA occupe une ancienne école. C'est un bâtiment de la CSSDM et ils offrent toutes sortes de services, entre autres des services de franchisation et des services d'aide alimentaire. Ils font la distribution de biens consommables. Ils font aussi la préparation de repas qui vont ensuite congeler et distribuer à leurs bénéficiaires. Donc, c'est surtout sur ce volet-là qu'on va venir intervenir. Les espaces qui servent à la préparation et au stockage des aliments, on va les revoir pour qu'ils soient d'abord conformes. Il y a certains enjeux de conformité un peu techniques et puis plus optimales pour l'expérience des employés de CEDA et des bénévoles qui participent à la préparation des repas. Donc, c'est une cuisine un peu à mi-chemin entre ce qu'on retrouverait dans une maison, donc des électro-résidentiels, mais aussi une production supérieure, donc un peu d'équipement industriel. On risque d'avoir des images à vous partager dans les prochains mois, j'espère, pendant la réalisation de ces deux projets. Merci beaucoup, Olivia. Et justement, parlant de développement et de communication sur ces derniers, on rappelle l'infolette, nos médias sociaux. On continuera vraiment de partager notre actualité, que ce soit sur Instagram,
Twitter, LinkedIn et Facebook. C'est vraiment important pour connaître un peu le contenu des projets. Une autre question de la part de David. Étudiez-vous dans l'appel à projets des projets de design urbain inclusif à tous, genre une place publique, pour une cohabitation optimale entre tous les usagers de toutes situations différentes? Merci David pour cette question. Cette question serait-elle davantage, faudrait-il que je la répète? Pour moi, en fait. Alors, l'appel à projet, comment on fonctionne, c'est que les projets viennent à nous. Et donc, dans ce sens, ce que vous décrivez serait tout à fait le genre de projet qui capterait notre intérêt. Et ceci étant dit, ce n'est pas nous qui dessinons les lignes des projets, mais c'est effectivement dans nos désirs, on envoie ça à l'univers de faire des places publiques et d'avoir ce genre de projet-là, une place publique où on pourrait intervenir sur la question vraiment riche que vous soulignez d'inclusion sociale et d'acceptabilité sociale, la cohabitation de différentes communautés. Merci beaucoup, Olivia. Je regarde, je surveille les questions. Je ne vois pas de nouvelles questions et nous sommes encore nombreux. Attendez. Oui, une question de M. Guy Lacroix. Merci. Selon vous, pourrions-nous transformer rapidement des immeubles du centre-ville désertés par les travailleurs-travailleuses en logement avec soutien communautaire destiné aux personnes en situation d'itinérance? Merci, M. Lacroix. Bon, je suppose que cette question s'inspire de l'exemple de Times Square. C'est possible, mais ça exige une politique appropriée. Comme on a vu dans l'exemple de Times Square, on parle d'un groupe qui s'est constitué avec la participation de la ville de New York, avec la participation d'un ensemble de spécialistes de la question urbaine et de la question de l'itinérance, et qui ont monté un projet de transformation et d'adaptation. Et ce projet a suivi tous les processus d'approbation de la ville et pour son développement, pour sa réalisation. Et c'est toujours possible de transformer des espaces. Je crois qu'il y a des espaces qui sont transformés sur une base temporaire à Montréal pour accueillir des personnes en situation d'itinérance, mais c'est définitivement possible de le faire si les conditions sont appropriées. Merci beaucoup, Olsen. Je vois une remarque intéressante de la part de Marianne. Je m'appelle, de la coop Marianne, je m'excuse. Je m'appelle Isabelle Richard, je suis chargée de développement à la Maison de développement durable, mais j'ai travaillé pendant de nombreuses années comme chargée de développement dans un GRT, Atelier Habitation Montréal, et j'ai d'ailleurs été responsable de la relocalisation de PAC à titre de chargée de développement. Je pense qu'il serait pertinent de faire une réunion avec le milieu de l'habitation et celui de l'immobilier collectif afin d'assurer un meilleur maillage du financement entre les divers paliers de gouvernement et surtout poursuivre la pression pour obtenir du financement récurrent. Alors, il s'agit donc d'une remarque. Qui souhaiterait y répondre je peux peut-être dire quelques mots à ce sujet-là. Mes collègues peuvent compléter. Je pense que c'est une question très intéressante qui est liée au cas de Projet Autochtone Québec, qui est un exemple. Notre constat général au travers des interventions préliminaires qu'on a faites en 2019, 2020, 2021, et là, on se lance vers différentes formes d'accompagnement. Les organismes sont aux prises avec des défis immenses pour réaliser leur mission, pour s'autofinancer eux-mêmes d'abord. Donc, la question du design, de l'aménagement, de l'acquisition, c'est une question très complexe. Puis les acteurs de l'accompagnement ont un rôle important à jouer pour permettre à des organismes de réaliser leur mission dans une vision
d'architecture, d'acquisition immobilière, etc. Il y a ce que, dans le type de modèle d'impact qu'on opère, nous, on travaille à un niveau où les organismes, souvent, dans un projet d'aménagement qui soit petit pour faire une micro-placette publique ou un petit réaménagement ou un projet d'architecture au sens fort du terme, il y a une vallée de la mort à franchir. Il y a un manque de ressources internes pour permettre à des organismes de formaliser leurs besoins sous la forme d'un projet d'aménagement et ensuite disposer des ressources internes ou externes pour définir et mettre en œuvre ce projet-là. Donc, je fais une grosse parenthèse, un gros détour pour dire oui, une rencontre serait absolument nécessaire, je pense, avec les GRT, les organismes qui travaillent en habitation ou dans une perspective de consolidation des actifs des partenaires communautaires. Et nous, on travaille, disons, au niveau de l'idéation ou au niveau de l'idée pour permettre de faire naître des propositions de projets qui autrement resteraient lettres mortes. Mais si on travaille pour faire naître un projet, il va falloir, oui, travailler avec d'autres partenaires qui permettent la mise à l'échelle et le développement de ces projets-là sur le plan immobilier. Donc, on est ouvert, Isabelle, si jamais vous voulez nous contacter pour qu'on travaille cette avenue-là. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Merci Bruno. Je vois d'autres questions dans le chat. Une question de Marie-Julie de Métellus. Est-ce que la Ville peut prendre l'exemple de Times Square en collaboration avec Architecture sans frontières Québec, comme je vois qu'il y a beaucoup de bâtiments vides pour aider les PSI? Merci, Madame Métellus. Il me semble que le projet Times Square est très populaire dans l'audience. Donc, comme j'ai dit déjà pour l'autre question, le projet de recherche insiste sur un ensemble de cas et ce sont effectivement des cas modèles. Donc, mais ce sont des cas qui sont inscrits dans des contextes spécifiques avec des approches et des politiques et des moments qui ont rendu possible leur réalisation. Maintenant, on ne peut pas dire que ce modèle peut être appliqué tel quel à Montréal, mais ce que nous espérons, c'est que les projets qui vont être documentés vont nous permettre de formuler des leçons, vont nous permettre d'articuler les leçons apprises et faciliter la réflexion. Donc, la réflexion, c'est de deux sens. Il y a la réflexion chez les professionnels du design et pour dire ces solutions sont possibles et ces solutions ont marché dans certains concepts, dans certains contextes et peuvent être adaptées. Mais il y a aussi des leçons du milieu de l'itinérance, des gens qui prennent des initiatives, les groupes de recherche technique, les promoteurs, etc. Donc, rien n'empêche à une organisation de prendre l'initiative d'un projet et de soutenir, de développer, d'articuler son projet et de se battre pour sa réalisation. Et je dois dire qu'aucun de ces cas n'est facile. Ce sont des projets qui ont pris du temps pour se développer, pour s'articuler, qui ont pris de la vision, qui ont pris de l'engagement. Par exemple, le projet Résilience Montréal, donc ça a pris que les gens s'engagent et travaillent avec des alliés pour faciliter la réalisation de ces projets. Mais ces projets, définitivement, peuvent inspirer Montréal et peuvent se développer des éléments, des leçons peuvent être tirés de ces projets pour faciliter des solutions dans le contexte montréalais. Merci beaucoup, Olsen. Je vois une question de Maud Ravenel. Est-ce que la Ville de Montréal vous permet d'utiliser les espaces communs extérieurs sans difficulté pour aménager ces espaces? Quels espaces? Bon, on revient à Montréal. Ouais. Et dans la réalité, il y a un autre projet, et j'ai rapidement parlé de ce projet, c'est le projet de CRC, c'est le Centre en éco-citoyenneté où travaille le docteur Faten Kikano,
qui a d'ailleurs posé une question. Il dit, on est en train aussi, dans le cadre de notre projet, de documenter la gouvernance des espaces publics et des parcs à Montréal. Donc, et on travaille sur un certain nombre de cas, dont le Square Cabot, donc les jardins Gamelin, etc., pour voir comment s'articule une politique publique par rapport à l'intégration des personnes en situation vulnérable dans ces espaces publics. C'est-à-dire, il y a, et dans cet aspect, je ne vais pas anticiper sur les résultats de cette recherche, mais on est en train de formuler réellement une démarche de recherche pour comprendre comment la gouvernance des espaces publics peut faciliter aussi l'inclusion sociale. Maintenant, ce qui m'amène, et j'en profite pour répondre à la question posée dans le chat par Faten Kikano, et c'est dire qu'on espère que ce projet de recherche, les résultats qui vont être obtenus à travers ce projet peuvent définitivement informer la ville, la province du Québec et le gouvernement fédéral dans le cadre de leur réflexion continue sur la question de l'itinérance. C'est pour ça aussi le travail avec le bureau de design de la ville, c'est pour ça l'articulation avec le ministère de l'Habitation et des Affaires municipales, c'est pour ça aussi le travail avec les professionnels, donc qui influencent en général la définition des politiques publiques en matière d'aménagement. Merci beaucoup, Olsen. Alors, je vois, il est midi, nous sommes parfaits en termes de timing. Ceci devrait clore la période de questions. Nous avions prévu une quinzaine de minutes. Je vois que nous avons même d'ailleurs répondu à toutes les questions. Donc, selon le déroulement, je cède la parole à M. Bruno Demers et surtout remercie tous les participants présents et qui ont posé leurs questions. Et nous notons une écoute vraiment attentive et continue. Donc, on remercie vraiment toute l'audience aujourd'hui. Évidemment, s'il y a des questions, nous saurons les adresser. Vous avez soit l'adresse de info@asf-québec.org, une adresse qui est diffusée sur notre site web et ailleurs. Donc, c'est évident que les échanges se poursuivront après ce webinaire. C'est important de garder le lien. C'est le but aussi d'une telle rencontre. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Bruno. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors, c'est ce qui conclut, comme Isabelle le disait, notre conférence. J'espère sincèrement que vous avez apprécié la présentation. Évidemment, c'est un survol assez général de beaucoup de questions en profondeur et des choses aussi qui vont se faire au niveau pratique dans l'accompagnement qu'on va apporter, qui va amener des résultats que vous verrez ultérieurement. Et je précise aussi que le projet Montréal Métropole solidaire par l'architecture et le design, c'est le projet désormais qui structure nos activités au cœur de notre programme de solidarité urbaine. Il n'est pas exclu qu'on ait d'autres choses qui s'ajoutent dans notre programme de solidarité urbaine, mais ça vous donne les grandes orientations d'activités qu'on a pour les 3 prochaines années. Je précise que si vous voulez en savoir plus au sujet du projet, de son évolution, de ses différents volets, inscrivez-vous suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et inscrivez-vous à notre infolette. Je copie dans le chat à votre attention le lien vers notre page Facebook et un hyperlien pour aller vous inscrire à notre infolette. Vous aurez toutes les actualités croustillantes sur la solidarité urbaine, l'habitat autochtone, la coopération internationale et aussi sur l'architecture humanitaire québécoise en général. D'autre part, si jamais vous voulez en savoir plus sur la problématique, l'interface entre l'architecture et l'itinérance, je reviens sur une diapositive sur laquelle je suis passé très tôt. En début de projet, on avait collaboré durant la pandémie avec le Centre canadien d'architecture pour la promotion d'un magnifique documentaire qu'ils ont fait qui s'appelle « What it takes to make a home » et sur l'organisation d'une table ronde pour discuter de la question de l'architecture et de l'itinérance. Donc, je vous mets ça aussi dans le chat ici. Je vous invite à aller visionner le documentaire aussi, visionner la table ronde qui a été enregistrée puis qui approfondit les questions qu'on a abordées
aujourd'hui. Il y a notamment la directrice générale de bâtir son quartier. On parlait de GRT tantôt. Donc, Edith Cyr est panéliste et aborde la question aussi du point de vue d'un GRT. Donc, pour des gens qui s'intéressent à cette question-là, je pense que ces deux visionnements-là vont être intéressants. Puis je salue le Centre canadien d'architecture, s'ils sont parmi nous d'ailleurs à l'événement. Alors, c'est ce qui m'amène à conclure avec des remerciements. Je remercie nos partenaires financiers. Je remercie Mme Alnéus et Mme Rouleau d'avoir été présentes avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi tous les participantes et participants qui se sont déplacés en visio pour être avec nous. Et je remercie mon équipe chaleureusement. Alors, les personnes présentes, Hélène, Olsen, Olivia et Isabelle, et aussi deux autres collègues, Mayra et Maude, qui ne sont pas là, de notre équipe du service d'aide aux projets communautaires. Alors, Architecture sans frontières Québec va continuer à être là en solidarité urbaine avec les communautés montréalaises. Et c'est un rendez-vous pour d'autres événements, suivis dans nos réseaux, l'annonce de notre colloque qui va venir plus tard dans l'année et de d'autres actualités comme les appels à projets et d'autres surprises qui pourraient venir durant l'année. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée, bonne semaine. Merci infiniment, Bruno. Donc, ceci clôt officiellement l'événement webinaire du jour et nous espérons, comme je l'ai dit en introduction, organiser évidemment bien d'autres événements et possiblement en présentiel. Donc, nous aurons le plaisir de vous rencontrer en personne et d'exposer et d'échanger encore plus facilement. Merci, bonne fin de journée et gardons contact. Nous avons plusieurs moyens pour le faire. Merci, à très bientôt.